Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Aujourd'hui, quand je vois une plante, déjà, je vais pas forcément ponctionner sur elle une feuille ou autre pour les herbes aromatiques. Je vais avoir la dimension de tout ce que ça implique, le temps passé, la terre, les éléments, la force de la plante aussi qu'elle a eu pour pousser, pour nous donner ce qu'elle va nous donner. Je suis très pleine de reconnaissance à chaque fois quand je mange des choses qui sont bonnes. Et puis après, il y a aussi la personne qui s'en est occupée, pourquoi elle s'en est occupée, l'histoire du terroir. Donc tout ça pour moi fait sens et écho. Julie est une rencontre qui a du sens, car pour elle, la vie est 1000 fois plus présente, palpable, là, en raison de son hypersensibilité. Cette dernière n'a pas toujours été une force, mais l'est devenue avec son nouveau projet Fan de vie, qui vient concilier la cuisine, ses saveurs, le partage, l'apprentissage et depuis peu, l'écologie. Pourquoi depuis peu ? Car avant, elle reliait ses petits gestes à l'économie et non à l'écologie. Je vous laisse en compagnie de Julie. Donc, bonjour Julie. Bonjour Amélie. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Et moi, je suis très reconnaissante d'être reçue et invitée sur ton podcast. Merci. La première question donc, que je pose à tout le monde, c'est comment vas-tu, mais si je te parle d'écologie ? Alors, je vais plutôt bien. Je sais qu'on est sur un constat d'inquiétude, de choses qui sont pas forcément positives, pas mal d'injustices et de cataclysmes, plus les problématiques aujourd'hui dans la société. Mais j'ai beaucoup de courage et d'espoir parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont sensibles à ce qui moi me fait vibrer et fait écho. Et donc je me dis que petit à petit, à force, on va tous se propager et que l'écologie ne sera plus une question ni même un point, ça sera simplement entériné comme une façon de vivre et de respecter l'existant, de se respecter soi et la planète, quoi. Et comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie ? Ah, je suis une très mauvaise élève. Dis-nous tout. Alors, j'ai une activité aujourd'hui que j'ai construite sur la transmission et la transformation et la cuisine des fruits et légumes. Et donc, pour moi, c'est très important de manger local et bio. Sauf que je n'ai jamais, en fait, abordé cette question-là pour un point de vue écologique. C'était une question financière. Si, depuis 2012, oui, à peu près, j'ai eu quelques soucis personnels dans ma vie. Ça a été assez compliqué depuis un certain temps. Et en fait, le choix de l'écologie, c'était un choix obligatoire d'économie. D'accord. Économiser l'eau, économiser l'électricité, aller faire les poubelles, aller au marché pour acheter des fruits et légumes, s'orienter vers un type d'aliment qui, à l'époque, était peu cher. Et aussi, justement, avoir un mode de vie qui me permette, en fait, vu les difficultés traversées, de ne pas faire appel à des crédits, de vivre simplement et finalement d'avoir une vie assez intéressante. Et puis est venue progressivement cette question de qui j'étais. Est-ce que j'étais aussi légitime dans cette question d'écologie, puisque j'en suis venue par contrainte. Et surtout, comment j'ai pu traverser ces contraintes grâce à l'écologie. Et grâce à mes racines familiales. Mon grand-père était paysan du côté de la vallée de la Garonne, du côté du Réolais. Et ma mère a toujours vécu avec très peu de moyens. Et donc, c'est elle qui m'a transmis tous ces gestes d'économie. Faire la vaisselle dans une bassine,
pour ne pas laisser couler l'eau. Utiliser l'eau pour tirer la chasse. Utiliser les fans de radis pour en faire une soupe. Utiliser les épluchures pour en faire un fond de légumes. Fermer la lumière et plutôt profiter de ces instants qu'on passe ensemble et pas forcément être dans la consommation, toujours dans la consommation. Donc j'ai eu des parents qui m'ont, en fait, d'un côté ma mère donc m'a apporté cette question de la terre, sans la question de l'écologie, plutôt de l'environnementalisme. Et mon père, lui, c'était plutôt les rencontres et les découvertes avec les autres. Ok. Dans ce questionnement, du coup, sur ma personnalité, je me suis rendu compte que j'étais pas si différente que ça de mes parents et que cette écologie, en fait, elle coulait dans mes veines. Mais pas sous le nom d'écologie, de parti politique, d'injonction de il faut faire ci, il faut faire ça, mais plutôt on peut vivre simplement dans la sobriété avec de grands trésors, mais on les voit pas. Et cette vie-là, au milieu de la nature et en relation à la nature, elle est bénéfique. Bénéfique pour la santé, bénéfique pour le bien-être, bénéfique pour la nature, pour ce qu'on mange, pour tout. Et du coup, c'est comme ça que je me suis réconciliée avec l'écologie et aussi que je propose du coup et que j'œuvre pour l'accès à une alimentation durable pour tous. Pour moi, la question de l'alimentation est indissociable du durable. Il est vraiment temps que justement on prenne en compte plusieurs spectres, l'environnement, mais aussi la santé, mais notre culture. Où est-ce qu'on va aller s'approvisionner? Et donc voilà quelle écologie je suis. Pas vraiment une bonne élève. Et encore, si je trouve quand même que t'en es une bonne. Mais ma question, c'est à quel moment t'as vraiment fait ce lien entre, en fait, ce que je fais au quotidien pour moi, c'est de l'économie, et maintenant je peux le relier à l'écologie. À quel moment t'as vraiment pris conscience qu'en fin de compte, ces deux choses étaient liées dans ta vie? Aujourd'hui. Ok. Enfin, quand j'ai aujourd'hui, c'est dans les 2-3 mois là. J'ai fini un parcours d'accompagnement qui s'appelle Les Audacieuses, qui est suivi par la Ruche de Bordeaux. Et pendant ces 9 mois en fait d'accompagnement, on a des formations, on a des journées très techniques et à la fois très humaines, et on va aborder différentes choses, y compris les valeurs dès le départ de ce qu'on souhaite mettre. J'étais en aller-retour à essayer de créer quelque chose, m'investir, me présenter en entrepreneur, mais ça n'allait pas, j'étais pas en accord vraiment tout à fait. Et quand j'ai réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce que je voulais faire dans mon activité et que je voulais en fait que les gens soient acteurs de leur propre consommation, acteurs de leur propre raisonnement, acteurs et conscients de ce qu'ils engagent comme choix, c'est là que je me suis rendu compte que du coup je ne subissais plus c'était plus de l'économie, mais que je faisais de l'écologie parce que j'avais décidé de le faire. Et non pas de le faire parce que je devais absolument économiser 200, 300 euros. Donc, en fait, la donne était complète. Elle a changé. Mon spectre et ma vision de voir les choses a changé. Et ça fait peu. Ok, donc en fait, avant, tu le subissais. Maintenant que tu l'as choisi, en fait, tu le vis pleinement. Exactement. Et c'est bête de dire que je le subissais parce que avoir accès à des fruits et légumes de la campagne, avoir accès à ces saveurs, c'est quand même un grand privilège. J'ai goûté des choses dans ma vie, de tous les pays, de partout, parce que mes amis ont des amis de toutes les régions et de plusieurs cultures différentes. Ça, c'était une richesse, mais en fait, ils m'ont donné la plus grande des richesses. Et moi, j'ai regardé ça avec... Et c'est le jour où je me suis retrouvée dans les difficultés financières, vraiment, que là, par contre... ça fait peu que je me dis, mais en fait, je vibre ça, mais ça m'appartient. C'est pas qu'un legs familial. C'est pas que la transmission de gestes de ma mère. Ça va bien plus loin que ça. Et du coup, oui, aujourd'hui, je me sens environnementaliste. Et donc, toi, t'as choisi la cuisine. Oui. Pour faire ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai toujours cuisiné. Et mes parents ont toujours fait des grands repas, ou bien de la cuisine du cochon, ou bien de canard. Le repas était l'occasion de se retrouver. Grâce à ma mère qui, au quotidien, m'a montré la sobriété et à la fois tout ce qu'on pouvait faire avec ces produits, du coup, c'était naturel pour moi de venir sur l'alimentation. Sauf que je me sentais pas légitime. J'ai fait d'autres études, puis j'ai dû arrêter d'occuper certains postes pour m'occuper de mon fils. Et donc, je n'ai jamais trouvé ma place vraiment professionnellement parlant.
Alors, créer un projet, être entrepreneur, plus mettre ça autour de l'alimentation et de la cuisine, pour moi, c'était un gros enjeu. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était ça que je savais faire. Parler, cuisiner, ça, je savais le faire. Donc voilà. Et au niveau de l'alimentation, c'est rediscuter en fait comment on aborde la question de la prévention, de la sensibilisation, tous ces mots-là, où derrière il y a de la morale, il y a... Bien sûr que c'est une nécessité. Bien sûr que c'est maintenant qu'il faut agir. Bah, je crois que les gens ne sont pas idiots d'une part, et d'autre part, il faut être aussi très cohérent. Il y a des propositions autour de nous qui sont pas du tout en accord avec la nature, ni même le bien-être de quiconque, en fait. Mais on continue de les vendre et de les consommer. Donc, oui, les gens sont acteurs, mais ils sont aussi beaucoup, beaucoup influencés. Quand on habite en ville, comme aujourd'hui, la majorité des gens, on est quand même soumis à de nombreuses sollicitations. Donc, voilà, c'est un petit mix entre les deux. C'est suggérer, laisser le choix et à la fois dire, bon, faire réfléchir un petit peu. Et qu'est-ce que toi, tu retrouves dans la cuisine? C'est quoi ton bonheur dans cette cuisine? Le partage. Le partage et l'histoire. L'histoire de chaque produit, l'histoire du plat, comment on en est arrivé là, comment on le déguste, comment on le partage et comment on se rencontre. Parce que dans ce plus petit, c'est fou, mais sur les ateliers, il y a beaucoup de personnes différentes, d'horizons différents, d'âges différents, et on arrive toujours à trouver un point commun autour de la cuisine. Et ça, je trouve que c'est un dénominateur quand même c'est quelque chose qui est commun. On a tous besoin de manger, de se nourrir. Maintenant, il y a se nourrir et se nourrir. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir et comment on se nourrit. Ça, c'est important. Voilà. C'était sur cette question. Je pense qu'il y a une autre dimension que l'alimentation pure et dure. Ok. Quand je fais un atelier aussi, moi, je me trouve enrichie de l'échange. Ce que les gens m'apportent, ça n'a aucune valeur. Et pourtant, pour moi, c'est la plus grande richesse. Ce sont des instants, ce sont des expériences, ce sont des moments de vie partagés, passés et conscients. On est tous là. Et on me donne énormément. Et pour moi, c'est très important de traduire ça et de le transmettre à chaque atelier. D'amener une part des personnes et de leur rendre ce qui leur appartient et surtout parce que pour moi, pour les autres, ce sont des invisibles, mais pour moi, ce sont des personnes très importantes dans ma construction et dans mon parcours de vie. Donc, autour de la cuisine, c'est ça aussi que je partage. C'est la présence de ceux qui ne sont plus là ou qui sont là et qu'on ne voit pas. Ok. Toi, tu vas rechercher beaucoup de liens en fin de compte, de liens humains, mais de liens avec la nature à travers ta cuisine et de partage, c'est ça? C'est ce qu'on me dit, que je tisse des liens. Quand je fais un projet ou quand on est à plusieurs sur un projet, j'aime beaucoup en fait amener des personnes extérieures, amener des points de vue différents, avoir des publics très variés. J'aime la confrontation et la rencontre. Donc oui, c'est le lien. Ensuite, une deuxième chose, je crois que quand on prend conscience que quand on prend soin de soi, parce que c'est bien beau de prendre soin du vivant, d'être intéressé par l'écologie, mais si on prend pas soin de soi et du soi de chacun en fait, ben du coup on n'est pas unis, on n'est pas ensemble et donc on n'est pas bien. Une personne qui va mieux parce qu'elle est dans l'échange et qu'elle peut être reçue pour qu'elle-même et qu'elle peut se faire du bien, eh ben du coup c'est une personne qui sera apte la prochaine fois à prendre soin des autres aussi et qui va transmettre ça. Elle va le traduire, elle va le donner. D'une autre façon, cette énergie-là elle va être renvoyée. Et donc c'est quand même un cercle assez vertueux. Je suis assez positive dans mon discours, mais j'ai passé 2-3 ans là à être très en colère au niveau de l'injustice, au niveau de ce qui se passe autour de moi, dans les quartiers, dans ma propre vie personnelle. Mais je m'aperçois que plus je prends soin de moi, plus je me sens connectée à ce qui est vivant et autour de moi, eh bien, mieux je me sens. Et plus les gens viennent vers moi parce que du coup, c'est intéressant. Donc, pourquoi ne pas partager un bon moment? Donc voilà. Est-ce que tu dirais que tu prends soin de toi en faisant ton nouveau travail? Exactement, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est ce dont je me suis rendu compte.
Étant donné que je ne trouvais pas ma place, pour différentes raisons, et que j'avais quand même envie d'avoir une place et d'exister, du coup, j'en ai créé une, mais je ne pouvais faire ça déjà en me penchant sur moi-même, sur mes besoins, et sur comment satisfaire ce que je pouvais faire à ma petite mesure. J'ai oublié de parler d'une chose, mais quand on évoquait l'écologie, j'ai été élevée en Afrique. À Djibouti, j'ai passé 2 ans et demi à peu près. Et ce passage-là, à mon âge, puisque j'avais 5 ans et demi, et donc j'y suis restée jusqu'à l'âge de 7 ans, 7 ans et demi, enfin bon, bref, un certain temps. Et quand on partait là-bas, on allait beaucoup voyager avec mes parents en voiture et découvrir en fait les gens autour, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait la vie. Jamais en inquisiteur, hein, bien sûr, en faisant très attention, en étant respectueux, mais dans la découverte et la curiosité de l'autre. Et il m'est arrivé de croiser des jeunes filles qui rentraient de la source ou qui allaient à la source, qui venaient de faire 5 à 8 kilomètres, avec des bouteilles de Javel, les vieilles bouteilles blanches utilisées et réutilisées, remplies d'une eau marronasse. Et c'était ça la récolte de l'eau pour faire la cuisine, se laver et boire. Donc en fait, la notion de l'eau, par contre, ça c'est une notion que j'ai eue depuis très petite, parce que j'ai eu conscience des difficultés de l'autre. Et pareil, Djibouti, c'est un pays musulman. En 89, il y a eu les attentats. Il y avait déjà la guerre de l'Irak qui se préparait, etc. Il y avait un climat qui n'était pas évident. J'ai croisé des petites filles voilées qui n'avaient pas la même, éducation que moi, qui n'avaient pas forcément accès à l'école, bref, il y avait des mœurs qui étaient différentes. Donc, j'ai pris conscience de la différence, de la diversité très tôt, mais sans la juger. Et tout ça pour dire, j'en reviens parce que j'ai l'image de l'eau qui coule quand on me parlait d'économie. Et en fait, ça, je ne peux pas le faire par contre. Je ne peux pas prendre une douche et laisser couler l'eau. Je ne peux pas prendre un robinet et laisser couler. J'ai toujours mon cœur sincère et qui me ramène à cette période-là. Et quand je disais savoir comment on répond à ses besoins et ce qui est important, par exemple, moi, j'ai identifié que quand on laisse couler l'eau, ça me met en fureur. Que mon entourage sait que par contre, ça, c'est pas possible, c'est pas discutable. Il ne laisse pas couler l'eau. Parce que moi, je peux pas. Mais par contre, il y a d'autres choses où je fais des efforts. Et donc, du coup, je prends soin de moi, de mes besoins, et ça me permet de prendre aussi soin de l'existant. Et ça t'a permis d'apprendre à mieux te connaître. Totalement. Ça aussi, on parle beaucoup de nos zones sombres, de notre passé, toutes ces choses, sans passer par la psychanalyse ou autre, mais parfois c'est bien de se poser, de voir quelles émotions on a, de dire bon là, j'ai pas trop aimé comme j'étais, mais bon, je suis comme ça aussi parfois. Et puis c'est ok quoi, on avance. Mais pas forcément faire un focus sur des explications, simplement être aussi dans le moment présent. Comment toi tu vis tu vis la nature? C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on était en dehors de l'enregistrement, que la nature pour toi elle était très importante parce que tu voyais tout. Quand tu vois une plante, tu vois du début jusqu'à la fin de cette plante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux que ce que je viens de faire, comment toi tu vois les choses par rapport à la nature? Alors ça vient d'une part de ma sensibilité, ma sensibilité à la nature. Une herbe, n'importe laquelle, pour moi, elle a un sens. Si elle fait partie des simples, elle peut nous aider à soigner telle ou telle chose. Elle peut être nutritive, elle va nourrir tel insecte, elle est un indicateur sur la fertilité du sol, sur les intrants. Enfin, une plante a beaucoup de vertus au-delà de l'alimentation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je suis archi curieuse et que j'aime beaucoup la biologie, les nutriments, les acides aminés, comment ça s'organise tout ça au niveau de la nutrition et de notre ingestion. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose, comme j'ai déjà expliqué, c'est ma maman. Ma mère, quand elle va nettoyer un radis, elle va le prendre dans ses mains, elle va le regarder, elle va le rincer délicatement déjà, avec délicatesse toujours. Ensuite, elle va pincer la petite queue, elle va en enlever mais pas trop, et elle va faire pareil pour les feuilles qu'elle va sélectionner. En fait, elle va les couper mais de façon à ce que en fait on puisse après les réutiliser. Donc déjà dans le processus de la cueillette jusqu'à la transformation du produit, on est déjà dans le respect, dans la façon de traiter le produit. Et donc du coup moi avec tout ça, aujourd'hui quand je vois une plante, déjà, je vais pas forcément ponctionner sur elle une feuille ou autre pour les herbes aromatiques.
je vais avoir la dimension de tout ce que ça implique, le temps passé, la terre, les éléments, la force de la plante aussi qu'elle a eu pour pousser, pour nous donner ce qu'elle va nous donner. Je suis très pleine de reconnaissance à chaque fois quand je mange des choses qui sont bonnes. Et puis après, il y a aussi la personne qui s'en est occupée, pourquoi elle s'en est occupée, l'histoire du terroir. Donc tout ça pour moi fait sens et écho. Quand je vais aller chercher des légumes chez un producteur, je vais lui poser les questions et je vais lui dire et pourquoi vous faites ça et comment. Enfin bref, très pénible. Ou jusque boutiste. Mais j'ai besoin je me nourris de ça, du sens. Et donc pour moi, une plante, un fruit, quand il est gaspillé ou quand il n'est pas utilisé, ça me fend le cœur. Pour moi, c'est tout ça qui s'évapore, qui revient bien sûr à la terre, mais toute cette énergie-là, ce temps suspendu, qui n'a comme une maman qui passe 2 heures à préparer une sauce tomate, une pâte à pizza, à étendre la pâte, à faire un levain le temps que ça nécessite. Bref, chaque chose, quand elle est bonne, c'est pas parce qu'elle est simple et naturelle que il n'y a pas derrière de la valeur et des choses qui ont été mises. Sauf que aujourd'hui, ce sont pas les critères auxquels on apporte vraiment de l'importance. Bon, ça commence à changer. Et donc toi, ça s'appelle donc Fan de vie et compagnie. Et rien ne se perd, tout se mange. Oui. Donc c'est ce que tu es en train de nous expliquer depuis tout à l'heure. En fin de compte, ce que moi par rapport à ce que tu racontes, le radis par exemple, ce que tu disais que ta maman mettait de côté, moi aujourd'hui je le jette. Alors que là, toi, tu es en train de nous dire que, en fin de compte, on n'est pas obligé de le jeter, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Et par exemple, si on reprend ton exemple du radis, qu'est-ce que je peux faire avec ces feuilles, par exemple, ou avec cette racine? Alors, avec la racine, on va la conserver, soit on va la mettre sur une salade, on va la détailler en petits morceaux, ça va servir de condiment. Ok. Au même titre que de l'oignon frais. D'accord. On peut le mettre dans sa vinaigrette. Ça augmente le temps. Sinon, on peut faire un peu comme les Coréens qui mettent du verre de poireau dans de l'huile chaude. Et donc, voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, avec les feuilles, on a pas mal de possibilités. Ok. Ça va dépendre de la saison. Et par exemple, les fans, ça peut être un pesto. Donc, ça va être moutardé. Donc là, c'est si vous voulez vous préparer des tartines le matin avec une touche un peu épicée, le pesto de fan de radis, c'est pas mal. Sinon, on peut faire une soupe. Et comme ça peut être proche de la période de la poire ou de la pomme, on peut mettre dedans de la poire ou de la pomme pour apaiser le goût un peu, l'atténuer. Ouais. Parce que ça va être un goût moutardé, beaucoup comme le cresson. Donc du coup, en rajoutant une pomme de terre ou une courgette ou une poire, on rapporte un petit peu de douceur. Et si on met de la patate douce, ça revient à la poire, c'est un petit goût sucré, ça change les tonalités de saveur. Ok. Voilà. Et donc toi, tu proposes des formations, c'est ça, des cours de cuisine pour apprendre à ne rien jeter sur un légume? Alors, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ça. Donc, je propose 3 choses. La première chose, ce sont des ateliers de cuisine. Et là, ça va dépendre de la structure qui me reçoit. Okay. Et du souhait de la structure. Qu'est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on va travailler un fruit de saison? Est-ce qu'on travaille un panier? Est-ce qu'on travaille un menu? Ou est-ce qu'on travaille des produits? Ou encore autre chose, la technique, la conservation, faire des fermentations, toutes ces choses-là. Donc, c'est très vaste. Le point central, c'est fruits et légumes, c'est sûr. Anti-gaspi au maximum. L'objectif, c'est de tendre à quasiment pas de déchets, même dans les achats. Donc, on pèse, etc. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est du traiteur participatif. Toujours dans une question d'accès à l'alimentation durable, c'est en fait te permettre un repas prix plafonné de façon à ce que tout le monde puisse le payer. Et là, c'est une structure qui nous accueille et soit c'est elle qui empoche, soit nous on participe, enfin, ça dépend. Sinon, c'est du conseil sur une question d'alimentation, sur un sujet. C'est venir proposer quelque chose, voir comment ça s'organise et ensuite accompagner la structure si elle a envie de continuer à faire cela. Donc, ça peut être très complet, ça peut être très basique. Je peux faire un atelier avec des enfants pour de la confiture ou une soupe de courge, mais je peux transformer ça encore d'autres façons aussi. On peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut apporter comme information. Et dernière chose, j'exerce aussi chez le particulier pour l'instant. Donc là, c'est au souhait du particulier en fonction de ses goûts. Toujours pareil.
Donc, on va faire sur une thématique, on crée quelque chose. La prochaine que j'ai en cours, c'est pour un curry. Donc, ce monsieur, je vais le faire voyager au pays des currys. Et il va comprendre que le curry n'existe pas si ce n'est le caloupilé. C'est une plante et sinon, c'est une préparation indienne qu'on appelle curry, mais c'est pas le nom, quoi, du tout. Et qu'il y en a plein le monde, en plus des currys. Donc, il y a de quoi découvrir. Et on va faire ça avec les produits de son placard. Parce que sa femme m'a envoyé des photos de son placard et du coup, avec les épices, on va procéder à la production. C'est super intéressant. Moi, depuis tout à l'heure, je t'écoute avec des grands yeux parce que j'ai l'impression d'être face à une magicienne tellement tu peux tout faire avec n'importe quel légume ou fruit. Et la question que j'ai, c'est que donc pareil, en dehors, tu parlais de ton hypersensibilité et que tu avais notamment au niveau du goût et des odeurs. Et donc, encore une fois, c'est là où je fais le lien avec la magie, c'est que tu disais que c'était comme une mélodie dans ta bouche quand tu construisais les choses. Et est-ce que cette mélodie, en fin de compte, t'arrives à la créer avec tout? Ou est-ce qu'il y a des choses, quand même, dans un fruit ou dans un légume, où c'est plus compliqué? Bah, justement, la question de la mélodie, c'est que les notes, elles sont quasiment toutes identiques. Enfin, je veux dire, on a, je sais pas si c'est 10 ou 8, enfin bon, bref, je connais pas les arpèges, mais, et que après, c'est ce qu'on veut exprimer. Donc non, j'ai pas de difficulté avec les produits. J'ai pas de... S'il y a une chose que j'ai du mal, c'est la banane, mais ça, c'est parce que depuis petite, ça me fait vomir. Mais je veux dire, je la cuisine, je la prépare. Ah, par contre, tu peux quand même la cuisiner. Bien sûr, oui. Parce que comme j'ai pas forcément besoin de goûter, parfois je sens. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, en fait, en termes de chimie, il y a des explications. Quand on sent, par exemple, un bouillon, ça veut dire qu'il commence à y avoir la dispersion des saveurs. Donc là, soit on baisse son bouillon, soit ça veut dire que c'est le moment d'arrêter et qu'il est cuit. Enfin, il y a des moments comme ça qui ont du sens dans le processus. Et donc, je capte par le nez ou en goûtant. Et dès le départ, j'ai envie de quelque chose. Dès le départ, je visualise quelque chose. Et après, je vois comment, avec ce que j'ai sous la main, je combine. Voilà. Ok. Donc, du coup, c'est vrai que je fais beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation qui est construite sur beaucoup de travail. Alors ça, c'est très étonnant, mais je vais beaucoup travailler sur les épices que j'ai, sur les fruits et légumes, sur les textures, sur la technique, sur les nouvelles tendances, sur les traditions aussi. Parce que j'aime à la fois partir dans l'Antiquité et venir ici. Et donc, c'est plutôt un mariage que j'essaye de faire. Ok. C'est ça. C'est un mariage. Ouais. C'est un mariage. Et on ne sait pas ce que ça va donner. On mélange, on associe, on a une envie, une intention, mais qu'est-ce que ça va donner au bout? C'est ça la question. Ouais, en fin de compte, on revient sur le sens. Encore une fois. Tu m'en parlais depuis le début et en fait, oui, c'est vrai que ce sens, en fin de compte, tu le mets partout. J'ai pas le choix. C'est vrai que, tu vois, c'est toi qui mets le doigt dessus, c'est très rigolo parce que c'est en faisant ce podcast que je me rends compte de ça, mais je n'ai pas le choix. J'entends à moins de 10 décibels. Je suis éblouie par le soleil à certains stades. La clim je vais sentir comme si ça me fouettait la peau, comme si ça m'agressait avec des coups de couteau. Les saveurs. J'ai une exaltation des saveurs qui montent en bouche, y compris pour l'odeur. C'est pareil. Étant donné que tout ça me prend, je peux faire que avec ça. C'est que ce que je connais. T'as du sens, puisque je suis sens. Oui, est-ce que, en gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est hypersensible, mais sur les 5 sens. Et donc, ce qui fait que ça peut t'aider, ça peut être un côté positif, mais qui peut être aussi compliqué aussi à vivre tous les jours. Mais vu que depuis tout à l'heure, tu parles de sens tout le temps, c'est vrai qu'en fait, on revient aux 5 sens, en fin de compte, qui sont très, très présents pour toi, quoi. Mais oui, parce que quand j'étais jeune, on me disait, mais toi, t'es hypersensible. Et moi, je regardais les gens, j'étais en colère. Non, je vois pas pourquoi vous dites ça. Et c'est vrai, parce que j'étais sensible. Et je le suis toujours, d'ailleurs. Hein. Mais je prenais ça comme une insulte. Je prenais ça comme un truc où, ah ouais, mais t'es trop émotive. Et c'est vrai aussi. C'est-à-dire que quelque chose qui, pour quelqu'un, représente
une petite tape, moi, c'est un tsunami. Et on n'a pas la même perception et on pourra jamais se comprendre. Si la personne n'a pas conscience que je reçois un tsunami, et si elle continue de... C'est vrai, t'as totalement raison. Et cette question d'émotion, je la refusais. Je l'acceptais pas. Je n'acceptais pas d'être sensible, je n'acceptais pas d'être émotive, je n'acceptais pas l'empathie, je n'acceptais pas le bruit, et jusqu'à il y a pas longtemps, c'est ça qui est rigolo, c'est que parce que j'ai été diagnostiquée il y a peu, jusqu'à il y a pas longtemps, je sautais partout comme un zèbre, je n'arrivais pas à me calmer, je passais tout le temps pour quelqu'un d'infatigable, et parfois je me rends compte que c'est cette hyper sollicitation qui m'a amenée à ces états. Et à cet état de sensibilité où je n'en pouvais plus, en fait. Donc tout me semblait tsunami parce que je n'en pouvais plus. Et maintenant que j'ai compris ça, maintenant qu'il y a des dispositifs en plus médicaux qui existent pour aider sur certaines choses, comme les appareillages auditifs ou des bouchons d'oreille pour le silence ou autre, eh bien là, effectivement, je suis moins sensible. Je me sens moins agressée. Là, c'est possible. Et là, maintenant, je suis d'accord. Je veux bien ces cadeaux mal emballés. Et en même temps, tu sais, tu disais que tu voulais pas de cette sensibilité et de ces émotions. Et pour autant, je pense que dans ta cuisine, on les retrouve, toutes ces émotions. Alors, c'est ça, je finis par l'accepter. C'est vrai que quand on cuisine, parce que pour moi, je suis pas là pour faire mes recettes de cuisine. J'amène les gens à cuisiner. Le résultat, c'est ce qu'ils vont, eux, mettre et donner. J'y mets pas trop les mains, finalement. Beaucoup dans la logistique, la préparation, l'organisation et l'accompagnement, mais pas dans la cuisine en elle-même. Je transmets les astuces, mais je ne fais quasiment pas. Et les gens me disent toujours « Ah, mais c'est excellent, ah, mais c'est excellent ». Alors, je me dis que quand on s'aime beaucoup et quand on passe des bons moments, la cuisine, elle est encore meilleure. Ouais. Quels sont tes objectifs par rapport à soit la cuisine, soit ce que tu fais en ce moment dans l'entrepreneuriat ou par rapport à l'écologie? Quels sont tes futurs objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? Non pas ce que j'aimerais mettre en place, mais ce que j'aimerais qu'il soit une prise de conscience mondiale, c'est que, comme on le disait, l'écologie, c'est pas du tout une option. C'est même pas une question politique, il faut absolument que chacun s'y mette. Que ce soit gouvernemental, que ce soit les entreprises. Je veux dire, c'est plus une discussion, en fait. Ensuite, j'aimerais bien, moi, me sentir un peu mieux. Voilà, parce que finalement, si je fais tout ça, c'est beaucoup pour moi, dans un premier lieu. Et deuxièmement, j'aimerais que l'association Fans de Vie soit un lieu collectif de réflexion et d'engagement sur l'alimentation durable. Et qu'on ne questionne pas la question du budget, du prix ou autre, que ce soit pas la question du tout, quoi. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà. Que l'humain soit au cœur de chacun et que chaque personne qui vienne, elle y trouve des relais différents, mais pas que d'alimentation durable. Plein d'autres choses. Enfin, pas que d'alimentation, pardon. Mais si, concernant l'environnement, concernant des questions professionnelles, sociales ou autres, qu'il y a un vrai réseau d'entraide qui se tisse et est bienveillant et que cette association ne reproduise pas non plus les dérives qu'on peut voir dans certaines associations qui grossissent beaucoup et qui se déshumanisent, qui perdent leur cœur. J'aimerais, et c'est pour ça que je veux qu'il y ait d'autres personnes, je veux pas être à la tête de ça. Je veux qu'on soit ensemble. Tu veux un partage au sein même de la création et de la construction, tout à fait, de cette association. Sur un plan un peu plus large, j'aimerais bien faire des médias et pouvoir distribuer et partager ça via les réseaux. Mais c'est beaucoup de travail, C'est pas les podcasts et puis, et puis les montages vidéo. Donc j'y suis pas. J'aimerais, en termes d'objectifs, en lien avec l'écologie, que chacun pense que quand il cultive en fait l'avenir, il se nourrit, il nourrit son prochain, et que simplement faire des petits gestes au quotidien, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on a tous des problèmes, on est tous chargés de plein de choses et de questions, mais des petites actions, c'est déjà beaucoup. Et donc toi qui disais que tu avais eu des grosses difficultés dans ta vie, que là, ces derniers temps, tu as réussi à trouver les mots à tes mots, on va dire.
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui pourraient être un peu perdues comme tu l'étais avant de te trouver là, ces derniers temps? Le premier, c'est de rigoler et de s'amuser, de se détendre. Ça va aller. Promis, ça va aller. OK. Le deuxième, c'est de faire le point régulièrement, de s'octroyer des temps et des rendez-vous avec soi-même. On n'arrête pas de courir, de dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là ». Aujourd'hui, je m'aperçois que ça, c'était des excuses. Je n'acceptais pas de me regarder parce que j'avais très peur de ce que j'allais découvrir. La deuxième chose, c'est de regarder ce qui compte pour nous. Vraiment, ce qui nous fait vibrer et ce qui nous nourrit. Et du coup, d'arrêter de se poser la question pourquoi, mais plutôt de se dire comment. OK. Ah, c'est intéressant ça. Se dire ah mais pourquoi je fais que pleurer? Bah, on s'en fout. D'accord, Ou OK. pourquoi j'ai mal au ventre quand je mange telle chose. Mais plutôt comment je fais pour pas avoir mal au ventre ou comment je fais pour moins se pleurer. Et faire avec soi-même comme si on était avec son meilleur partenaire quoi. Qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ou ta meilleure amie ou toi-même? Enfin bon bref. Et la dernière chose, c'est accueillir et ne pas se juger. On a parlé tout à l'heure des zones de noirceur, des zones un peu compliquées. Ouais. J'ai eu cette période, même en termes d'écologie, où j'ai fait un rejet total de tout. J'en avais marre du tri, j'en avais marre des poubelles, j'en avais marre du compost, j'en avais marre des moucherons, j'en avais marre de tout. J'ai accepté. J'ai dit, bon, mais comment je fais? Aujourd'hui, c'est lourd pour moi. Comment je me libère un petit peu des contraintes? Et puis, quand ça ira mieux, je les repartirai. Et donc, voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil, de cultiver l'espoir. Parce que je crois que l'espoir et l'amour, c'est deux choses hyper solides. Voilà. Et en fait, au départ, quand tu disais ne pas te demander pourquoi, mais le comment, j'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, moi, au contraire, je dis aux personnes, trouve ton pourquoi. Et après, j'ai mieux compris une fois que tu as donné tes explications. Mais je trouve que il est aussi très important le pourquoi tu es là, tu fais ça. Et moi, je trouve que le pourquoi est aussi important. Par contre, là où je te rejoins, c'est que le comment est presque tout aussi important que le pourquoi, en fin de compte, parce qu'il te permet d'avancer. Une fois que tu as compris, comment maintenant je fais pour être... Justement. Moi, je pars du truc où c'est pas la tête, donc le pourquoi qui compte. On a des émotions, on a des choses, et ça, c'est le corps qui le porte. Ouais. Quand je fais le comment, je m'adresse au corps. D'accord. Je viens apaiser quelque chose ou je viens répondre à quelque chose et après, je peux passer au pourquoi. Mais dans un cas d'urgence, quand on n'est pas bien, c'est d'abord le comment, de quoi j'ai besoin, une douche chaude, un thé, un moment avec une amie, travailler, plus découper mon travail, faire des plages plus courtes de travail, enfin bref. Et une fois qu'on a fait ce comment, là, on peut se dire, ah tiens, ça m'a fait un sacré chamboulement. Là, je vais pouvoir réfléchir. Mais je crois que tant que le corps n'est pas nourri, n'est pas apaisé, avec toutes les perturbations qu'on a autour de nous dans notre environnement, je crois que du coup, on se pose les questions en mode un peu peut-être toujours bien pensante, quoi. Et je crois qu'il faut décrocher de ça. Oui, en fait, mettre plus de compassion. De compassion, d'accompagnement, envers soi-même. Envers soi-même. Et après, là, tu peux réfléchir. Ouais. Mais si t'es en crise, tu viens de vivre un traumatisme, on te donne encore des secousses pour que t'avances. Ou alors, t'as pas forcément envie de parler de ton truc, hein, tu viens de vivre. Oui. Oui, c'est vrai. Voilà, du coup, si c'est pour ça que l'alimentation, elle a du sens pour moi. Revenir sur le truc du corps. Qu'est-ce que ça m'apporte, en fait? Ça me nourrit, mais ça me nourrit pas que l'estomac. Ouais. On est bien d'accord? Oui. Maintenant qu'on a parlé, toi et moi le savons, mais sur le premier aspect, juste la rencontre, le corps, et après, on passe au reste. Et en plus de ça, la nourriture, par exemple, moi, j'appelle ça des plats doudous, dans le sens où tu sais que quand tu vas manger ça, tu vas être dans un réconfort. Et donc, en fait, la nourriture, là, on en revient, ça vient pas que te nourrir, mais ça permet aussi de te réconforter parfois, ça te permet de partager aussi. Et oui, c'est vrai que... Et en plus, la cuisine est quand même très centrale en France. C'est quand même quelque chose de très important. Les repas de famille qui durent 5 heures le dimanche, je crois que dans toutes les familles françaises, on connaît ça. Socialement, on aime les repas. Ouais. La question du doudou que tu évoques, elle est très bonne. Moi, j'ai un plat comme ça que j'appelle mon plat doudou. C'est mon plat d'étudiante. C'est du ketchup maison, du poivre gris, du beurre et des coquillettes.
Je crois que les coquillettes, c'est le plat doudou de beaucoup de monde. On va faire un petit rebond, mais là, on va aborder encore une autre question qui aussi me passionne, c'est la Madeleine de Proust. Le goût, où est-ce qu'il est classé? Comment fonctionne le goût? Et si on arrive à savoir comment fonctionne le goût, là, on a des pistes pour le sucre aussi. Ah tiens, et on vient sur les neurosciences et bim, on arrive sur un comportement, sur un corps qui reçoit des aliments et ça peut générer telle ou telle chose. Et avec des plats doudous, on peut se faire du bien, mais un bien énorme. Ça peut nous rebooster, ça fait partie de nos ressources, de notre énergie. Parce que la tomate grillée de mamie, ça, jamais tu la goûteras ailleurs. Ces tomates, son sol, les sarments avec le goût que ça a, enfin, peu importe où la poêle, enfin, mais ça, tu ne peux les retrouver nulle part ailleurs. Et ça crée des émotions. Et l'alimentation, et voilà. Et là, on en revient au passé. Il y a un livre en ce moment, Vivre avec son passé de Pépin, qui dit ça, justement. Qui dit que, il évoque la Madeleine de Proust. Mais c'est fabuleux. On refait un lien avec notre passé, notre histoire, qui on est, notre personnalité. On vient se ressourcer, hop, on récupère de l'énergie. Et on va en créer, nous aussi, des moments comme ça, autour de nous. J'ai encore des amis qui me viennent et qui me disent « Tu te rappelles quand tu m'avais fait ça? Là, j'en fais tout le temps. » Ou alors qui me disent « Ah là, j'ai jamais mangé un truc aussi bon hein, depuis. J'en ai mangé, mais pas aussi bon que les tiens. » Bon, moi, je m'en rappelle pas trop. mais la question du souvenir et du repas. C'est pour ça que manger devant la télé, en écoutant de la musique, ça peut être des expériences intéressantes. Mais la construction, elle se fait dans l'échange, dans nos super repas de famille qui durent 5 heures, qui nous énervent, qui prennent trop de temps. Parce que là-dedans, dans ce repas de 5 heures, on transmet autre chose que l'alimentation. On transmet plein de trésors qu'on va pouvoir garder, qui vont nous nourrir pour le futur. Je dis pas que toutes les familles sont super et que les repas de famille sont géniaux et qu'on n'a pas de problématique à ce sujet, mais pendant ces moments-là, on crée aussi des grosses batteries d'énergie positive pour y faire appel et pour construire notre goût. Moi, ce que je trouve ultra intéressant depuis tout à l'heure dans notre échange, c'est vraiment, la cuisine pour toi, elle va vraiment donc de la terre, avec quoi on va la cuire, par exemple, mais aussi qu'est-ce que ça vient faire dans notre cerveau. Et je trouve que c'est ultra complet. Et en fait, ça m'a permis, à travers cet échange, de comprendre plein de choses liées à la nourriture que j'avais pas forcément pas compris parce qu'une fois que tu le dis, en fait, ça tombe sous le sens, mais que j'avais pas forcément réfléchi et conscientisé. Eh ben, justement, c'est ce que je viens réveiller chez les gens. Poser des petites questions. Et c'est eux qui font leur travail, c'est eux qui font le chemin qu'ils ont à faire à ce sujet-là. Mais c'est gérer des enjeux qu'on ne nous montre pas. On parlait des neurosciences, on parlait du sucre. Depuis très longtemps, depuis 2006, les neuropsys pour les enfants hyperactifs, ils demandent à faire attention au sucre transformé. Mais à quel moment on te dit de pas donner de bonbons à un enfant? Si tu expliques ça à quelqu'un, si tu expliques pourquoi il aime le sucre ou comment ça fonctionne, si tu regardes avec lui, si tu observes son fonctionnement à lui, parce qu'il y a des grandes règles sur les fonctionnements. Mais bon, il y en a d'autres, hein, il y a les addictions, il y a tout ça, donc bon, c'est très vaste. Mais juste de donner des indications à la personne sur, tu as vu? C'est ça que tu aimes, c'est ça que tu fais. Juste ça. Et du coup, la personne, elle prend conscience d'elle. Donc, elle rentre à la découverte d'elle-même. On en revient encore à prendre soin de soi. Et donc, si on va plus loin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du vivant. Exactement. Parce qu'on est vivant. Nous sommes partie du vivant. Tout à l'heure, on parlait du pourquoi. Pendant très longtemps, on a cru avec l'évolution que l'homme était à bout de l'échelle. Mais non. On est pareil que tout le monde. On n'est pas plus intelligent qu'un tétard. Parce que dans la vie du tétard, si ça se trouve, il est beaucoup plus intelligent que nous. Je veux dire, il y a la question de la conscience, la question de l'inconscient, la question de toutes ces choses-là qui nous placent au-dessus du monde du vivant. Il serait temps qu'on redescende, qu'on se mette à observer justement ce vivant qui nous donne depuis tant d'années, de siècles, des enseignements dans son adaptabilité,
dans son évolution. Parfois sa cruauté, avec la disparition de certaines espèces. Dire ça aussi l'évolution, c'est qu'on n'est pas éternel. Voilà. Et là, on part encore sur d'autres règles. Et donc, je vais te poser la fameuse dernière question, qui est un petit peu plus philosophique, mais je pense qu'elle va te plaire. Et on en a quand même parlé un petit peu tout au long, donc ça permet aussi de conclure. C'est qu'est-ce que l'écologie pour toi ? Du coup, l'écologie, ça fait partie de mon ADN environnementaliste. Et je crois qu'on n'a pas découvert encore l'immensité de l'écologie. C'est un spectre où on parle d'éco-anxiété, on parle de plein de choses, mais l'écologie, ce n'est pas que le monde tel qu'on le voit, les arbres, la pelouse. Non, c'est le monde, c'est la planète, c'est l'univers, c'est tout en fait. C'est nous, comment on fonctionne et comment ça se passe. Et donc, aller à l'encontre de ça, c'est aller à l'encontre de nous-mêmes. L'écologie, pour moi, c'est plus un terme, c'est un système. Enfin, je sais pas comment l'expliquer précisément. Si, voilà, c'est ça. C'est un système, au même titre que le système solaire ou autre. C'est un système de fonctionnement dont on n'a pas la maîtrise, qui englobe à la fois la physique, la chimie, la question de la vie, la spiritualité, la nature, tout ce qu'on ne connaît pas encore et qui fonctionne sans nous, qui n'a pas besoin de nous. Oui, et dont on fait partie. Oui, c'est au moment où tu parles de système solaire que je me dis, mais je pense pas que ça deviendrait à l'idée aux hommes d'aller à l'encontre du système solaire, alors que pour autant, ça les dérange pas d'aller à l'encontre de ce système écologique. C'est ça. Pourquoi le profit, encore une fois. Bon. C'est pas grave, hein. Il y a plein de choses à faire. C'est exaltant tellement il y a de travail. Et puis chacun peut trouver son chemin. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est ça. C'est ça, son chemin, ses mots, ses outils. Et puis sa paix. Parce que cette quête de l'écologie, je pense aussi, elle véhicule aussi la question de la paix, de la nature, de la tranquillité, de la sérénité. Enfin, on dirait qu'il y a comme une prise de conscience aussi de toute cette notion intangible du bien-être et du soin. Enfin, ça coule, ça va de soi, mais pour autant, on s'intoxique et on s'empoisonne avec les produits qu'on met dans la terre, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Oui. Vas-y. Je te remercie infiniment pour cette discussion. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.